Un PDG milliardaire voulait humilier la fille d'un agent d'entretien en lui posant une question compliquée en russe lors d'une réunion avec les cadres supérieurs. Mais personne ne s'attendait à ce que la petite fille intervienne, réponde couramment et laisse toute la salle dans un silence stupéfait, avec une seule phrase. Au 35e étage du siège du groupe Langston International à la Défense, l'atmosphère était au départ tout à fait normale. Les directeurs en costumes élégants prenaient en place pour leur réunion matinale habituelle. C'étaient les meilleurs éléments de l'entreprise, triés sur le volet par Richard Langston Duval, le fondateur et président-directeur général milliardaire. Ils étaient venus avec leurs rapports, leurs stratégies et leurs prévisions. Mais Richard avait autre chose en tête. Sans prévenir, il se leva devant la salle et donna un ordre, en russe. Personne ne s'y attendait. Sa voix était calme, mais tranchante, et un léger sourire ironique se dessina sur son visage. Puis en français, il ajouta « Si quelqu'un me répond correctement, je lui verse 9 000 € immédiatement. » La pièce se figea. Les cadres échangèrent des regards confus. Certains esquissèrent un sourire nerveux. D'autres étaient visiblement mal à l'aise. Personne ne parla. Il était évident qu'aucun d'eux n'avait compris un seul mot. L'épreuve tombait de nulle part, et aucune de leurs formations commerciales ne les avait préparés à cela. Le silence s'alourdit, seconde après seconde, jusqu'à ce qu'un événement totalement inattendu se produise. Depuis le couloir, une petite voix s'éleva. Tous se tournèrent. Une fillette se tenait dans l'embrasure de la porte, un cahier d'école à la main, l'air parfaitement calme. Elle s'appelait Émilie Corrière, âgée de 7 ans, fille de l'agent d'entretien qui nettoyait discrètement le couloir. Elle passait par là lorsqu'elle avait entendu la phrase étrange. Sans hésiter, elle s'avança vers le bureau et répéta la phrase que Richard avait prononcée, mais cette fois-ci, elle la traduisit parfaitement en français. Sa voix était ferme, ses mots précis. Plus surprenant encore, elle utilisa des termes techniques qu'on entendait d'ordinaire que dans les réunions de haut niveau. Toute la salle la fixa trop sidérée pour réagir. Certains directeurs se regardaient, se demandant si c'était une plaisanterie. Richard Langston Duval haussa un sourcil surpris, mais intrigué. En un instant, l'attention n'était plus sur les cadres, mais sur la petite fille. Richard s'approcha lentement d'elle, un peu sceptique, et demanda d'un ton calme « Comment connais-tu le russe ?» Il s'attendait à une explication compliquée des cours particuliers peut-être. Mais Émilie se contenta de sourire et de hausser les épaules. Elle dit qu'elle s'asseyait souvent dans des bureaux vides, pendant que son père nettoyait, et qu'elle écoutait alors les appels professionnels de M. Langston Duval. Beaucoup de ces appels étaient en russe. À force d'écouter, elle avait simplement appris. Elle ajouta d'un ton naturel « C'était très facile. » Richard cligna des yeux, absorbant ses paroles. Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas fait d'incompréhension, c'était de la pure incrédulité. Les cadres 6 sur 2, quelques minutes plus tôt, baissèrent les yeux humiliés. Aucun n'avait osé parler, et voilà qu'une enfant non seulement avait compris, mais avait mieux répondu que tous. Assis figé, il la regardait. Elle restait calme, son cahier toujours à la main, sans nervosité ni vanité. Pour elle, ce n'était qu'une simple réponse à une simple question. Richard ne put s'empêcher de sourire légèrement. Il avait conçu ce test pour surprendre son équipe, pour voir qui saurait penser différemment. Jamais il n'aurait imaginé que la solution viendrait de la fille d'un agent d'entretien. Il recula d'un pas, regarda autour de lui et déclara « Eh bien, je crois que nous avons une gagnante. » Il sortit son portefeuille et tendit à Émilie un chèque de 9 000 €. Les cadres commencèrent à applaudir, d'abord timidement, puis de plus en plus fort. Mais les applaudissements n'étaient pas seulement pour elle,
c'était aussi un soupir de soulagement. Ils avaient tous échoué, et elle avait réussi. Dans l'air flottait un mélange étrange de respect et d'embarras. Émilie remercia poliment M. Langston Duval, puis retourna vers le couloir où son père continuait à nettoyer sans savoir ce qui venait de se passer. Richard se tourna vers ses cadres. Que cela vous serve de leçon. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tous avaient bien compris. Le savoir et le talent peuvent venir des endroits les plus inattendus. Les titres, les costumes et les diplômes ne signifiaient plus grand-chose à cet instant. Une enfant venait de leur rappeler que la vraie intelligence se cache souvent à la vue de tous. Certains dirigeants semblaient gênés, d'autres pensifs. Richard hocha simplement la tête et quitta la salle, les laissant méditer sur ce qu'ils venaient de vivre. Ce n'était pas seulement un test de langue, mais une épreuve d'humilité et de clairvoyance. Et seule Émilie l'avait réussi. Dans le couloir, Émilie parlait à son père, lui montrant le chèque et lui expliquant ce qui s'était passé. Il était stupéfait, mais fier. Il avait toujours su que sa fille était brillante, mais cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Elle ne se vantait même pas. Pour elle, oui, c'était vraiment facile. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, les cadres restaient silencieux. Certains cadres consultèrent leur téléphone, d'autres fixèrent le sol. La réunion avait complètement changé de nature. Ce qui avait commencé comme un matin ordinaire s'était transformé en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Richard se tenait près de la fenêtre, observant la ville. Il n'était pas en colère contre son équipe, mais il avait fait passer son message. Il avait toujours cru à la valeur des défis, à la nécessité de sortir les gens de leur zone de confort. Cette petite expérience avait accompli exactement cela. Pourtant, même lui était surpris du résultat. En regardant Émilie disparaître dans le couloir, il comprit une chose. C'était peut-être la réunion la plus précieuse qu'il ait jamais tenue. L'épreuve surprise était terminée, mais son impact ne faisait que commencer. Les rumeurs sur ce qui s'était passé se répandirent rapidement dans l'immeuble. On parlait de la fillette qui était entrée dans une salle de direction et avait surpassé les esprits les plus puissants du groupe Langston International. Certains employés se sentaient inspirés, d'autres honteux, mais tous prêtaient désormais attention. Richard s'assura que l'histoire ne s'efface pas. Il demanda à son assistante de créer une petite bourse d'études au nom d'Émilie, au cas où elle voudrait un jour étudier les langues ou le commerce international. Ce fut un geste discret, non annoncé publiquement, mais il montrait que Richard avait pris l'événement très au sérieux. Plus tard dans la journée, alors que les dirigeants tentaient de reprendre leur routine, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce moment les mots d'Émilie. Sa voix calme et cette phrase finale. C'était très facile. Restait dans leur esprit. Une fillette de 7 ans leur avait rappelé quelque chose qu'ils avaient oublié parfois. La personne la plus intelligente dans la pièce n'est pas celle qu'on imagine. Le lendemain matin, les grandes portes vitrées du siège de Langston International s'ouvrirent lentement, tandis qu'Émilie Carrière entra tenant la main de sa mère. Dr. Élise Carrière, vêtue simplement, n'était visiblement pas habituée à franchir l'entrée principale d'un bâtiment aussi prestigieux. Tout le monde, dans le hall, s'arrêta pour les regarder, les agents de sécurité, les réceptionnistes, les cadres pressés. Certains chuchotaient, reconnaissant la fillette qui la veille avait stupéfié tout un conseil d'administration. L'histoire s'était propagée à une vitesse incroyable. Une enfant de 7 ans avait répondu à un défi en russe que les adultes les plus brillants de l'entreprise n'avaient pas compris. Et la voici de retour, marchant d'un pas assuré, à côté de sa mère. Élise semblait nerveuse, mais Émilie demeurait sereine. Elles s'approchèrent des ascenseurs
où une femme en tailleur les accueillit poliment avant de les accompagner à l'étage des dirigeants. À leur arrivée, Richard Langston Duval les attendait. Il sourit et se pencha légèrement pour saluer directement Émilie. « Je suis heureux que tu sois revenu », dit-il. Puis il remercia sa mère d'être venue, ajoutant qu'il avait prévu quelque chose de spécial. Il les invita à entrer dans son bureau spacieux, aux larges baies vitrées, donnant sur Paris, et aux étagères remplies de récompenses et d'ouvrages sur le commerce. Au centre, une grande table supportait un téléphone de conférence déjà branché. Il expliqua qu'ils allaient bien parler avec un partenaire d'affaires russe, un collaborateur de longue date. Il pensa qu'Émilie aimerait écouter simplement pour observer et peut-être partager son avis après. Élise parut hésitante, mais sa fille acquiesça calmement. Ils s'assirent et l'appel commença. Richard parla en russe d'une voix claire, polie et professionnelle. Son interlocuteur répondit dans la même langue. Émilie suivait la conversation sans difficulté. Les deux hommes évoquaient des projets d'avenir, notamment une proposition d'expansion vers la Russie. Richard mentionna l'envoi d'une équipe française sur place pour superviser les opérations. L'exécutif russe répondit, mais Émilie sentit un changement subtil. Les mots restèrent corrects, mais le ton avait légèrement glissé. Il répétait certaines questions comme s'il essayait de tester Richard. Lorsque l'appel prit fin, Richard se tourna vers Émilie. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. La fillette resta silencieuse un instant, réfléchissant, puis répondit d'une voix claire et assurée. Le partenaire russe semblait méfiant. Elle expliqua que lorsque la conversation avait abordé le sujet de l'envoi d'une équipe, son ton était devenu plus froid, moins sincère. Elle ajouta qu'il avait répété plusieurs fois certaines questions, ce qui n'était pas normal. Richard, intrigué, lui demanda ce qu'elle voulait dire par là. Émilie sourit. C'est comme quand un camarade à l'école fait semblant d'être ton ami, mais qu'il prend une voix fausse ou répète les mêmes choses parce qu'il ne te croit pas vraiment. Par cette comparaison enfantine, elle exprimait que l'homme au téléphone ne faisait pas totalement confiance aux intentions de Richard. Élise observait sa fille stupéfaite par la facilité avec laquelle elle décrivait quelque chose d'aussi complexe. Richard se laissa tomber contre le dossier de sa chaise médusée. Son équipe travaillait avec cet interlocuteur depuis des mois, sans rien remarquer d'étrange. Et voilà qu'une enfant venait de percevoir ce que des adultes expérimentés n'avaient jamais vu. Il se leva, alla vers la fenêtre songeur, puis se retourna vers Émilie. Il lui dit qu'elle avait un don non seulement pour les langues, mais pour comprendre les gens. Il expliqua que la conscience culturelle était essentielle dans les affaires internationales. On peut parler les mêmes mots, mais si l'on ne saisit pas le ton, les habitudes ou la manière de penser de l'autre, on passe à côté de tout. Il ajouta qu'elle venait peut-être de lui éviter une très mauvaise décision. Puis, Richard lui posa une question sérieuse. Serait-elle prête à venir dans son bureau 3 fois par semaine pour l'aider à comprendre les gens de cette façon? Il appellerait cela un poste de jeune consultante culturelle. Ce ne serait pas un vrai emploi, juste un moyen pour elle de continuer à faire ce qu'elle faisait déjà naturellement. Évidemment, Émilie regarda sa mère. Dr Élise Carrière sembla surprise et ne répondit pas tout de suite. Elle observa Richard, puis sa fille, manifestement incertaine de ce qu'il convenait de dire. C'était une proposition inhabituelle, et elle devait réfléchir avec prudence. Finalement, Élise prit la parole. Elle remercia Richard de croire au potentiel de sa fille, mais posa une condition. Les études d'Émilie devaient toujours passer avant tout. Elle expliqua qu'Émilie restait une enfant, qu'elle avait besoin de temps pour jouer, apprendre et grandir. Elle ne voulait pas qu'elle soit submergée par quelque chose de trop sérieux à un si jeune âge. Richard acquiesça aussitôt. Il assura que l'emploi du temps scolaire d'Émilie serait toujours respecté, promit de s'y adapter
et proposa même un soutien scolaire si elle en avait besoin. Élise se détendit un peu. Elle se tourna vers sa fille et lui demanda si elle voulait accepter. Émilie sourit et hocha la tête. Pour elle, il ne s'agissait ni d'argent, ni de titre. Elle aimait simplement écouter, apprendre et remarquer ce que les autres ne voyaient ça que pas. C'était amusant. Richard tendit alors à Élise un accord éducatif, non pas un contrat, mais un document précisant les horaires et la nature de ce qu'Émilie ferait. Ils se serrèrent la main et Richard dit qu'il se réjouissait de la revoir dans quelques jours. En quittant le bureau, plusieurs employés passèrent la tête hors de leur porte pour les regarder passer. Certains souriaient, d'autres chuchotaient. Émilie tenait la main de sa mère comme avant, mais cette fois une petite carte de visiteuse. Consultante junior était accrochée à son pull avec son nom dessous. Elle ne prêta guère attention aux regards. Elle s'intéressait plutôt au couloir, au bureau et à cette étrange atmosphère faite de visages concentrés et de conversations feutrées. Élise souriait aussi, tentant encore de croire à tout ce qui venait d'arriver en 2 jours. Passer des couloirs de nettoyage au centre d'une grande entreprise, c'était un changement immense. Pourtant, Émilie restait la même curieuse observatrice, sans vanité. Désormais, elle avait un rôle nouveau, que personne n'avait vu venir, pas même Richard Langston Duval. En entrant dans l'ascenseur, les employés de l'accueil leur adressèrent un petit signe. Émilie répondit d'un geste de la main détendue et heureuse. Dehors, la ville bourdonnait comme toujours, les gens pressés, les klaxons, le tumulte des rues. Mais pour Élise et Émilie, tout semblait un peu différent. Élise baissa les yeux vers sa fille et lui demanda ce qu'elle ressentait. « C'était amusant, » répondit Émilie. « J'aime aider. » Élise serra doucement sa main, lui dit qu'elle était fière et lui rappela de toujours se concentrer sur l'école, de lui parler si quelque chose devenait trop difficile. Émilie acquiesça déjà songeuse, pensant au prochain appel qu'elle écouterait peut-être. Pendant ce temps, Richard regagna son bureau, encore absorbé par ce qu'Émilie avait révélé. Il nota de revoir en détail l'accord avec le partenaire russe, puis demanda à son assistante de préparer une salle sécurisée où la fillette pourrait s'installer confortablement lors de ses prochaines visites. La journée avait commencé par de la curiosité et se terminait par un nouveau partenariat. Et juste ainsi, la petite fille qui avait surpris tout le monde faisait désormais partie de quelque chose de bien plus grand. En quelques semaines à peine, Émilie Carrière devint l'un des sujets les plus commentés du groupe Langston International. Bien qu'elle n'ait que 7 ans, son petit bureau sur mesure, au 35e étage, débordait d'énergie. Il y avait un bureau à sa taille, un tableau blanc et même quelques peluches dans un coin. Mais ce n'était pas un simple décor mignon, des réunions sérieuses s'y tenaient. Des cadres passaient régulièrement pour demander son avis. Et même Richard Langston Duval, le PDG milliardaire, s'asseyait parfois en face d'elle pour solliciter ses conseils. Elle avait déjà fait ses preuves en aidant Richard à mieux comprendre le comportement de partenaires étrangers d'une manière qu'aucun adulte n'aurait pu. Sa capacité à percevoir les différences subtiles de ton de langage corporel et de style de communication dépassait largement son âge. Dans toute l'entreprise, on parlait d'elle comme d'un petit prodige. Ses idées n'étaient pas des suppositions hasardeuses, elles rendirent les négociations plus fluides et plus rapides. Tout le monde comprit bientôt qu'Émilie n'était pas simplement chanceuse, elle observait attentivement et utilisait ce qu'elle remarquait avec une intelligence remarquable. Son rôle prit rapidement de l'ampleur. Elle commença à assister à des visioconférences importantes avec des sociétés en Russie, en Ukraine et dans les États baltes. Elle s'asseyait à côté de Richard, dessinant ou écrivant tranquillement pendant qu'elle écoutait. Puis après chaque réunion, elle donnait son opinion et chaque fois, elle signalait quelque chose que les autres avaient manqué. Par exemple,
Elle expliqua un jour qu'un dirigeant ukrainien se répétait d'une manière particulière, signe qu'il cherchait une confiance personnelle, plutôt qu'un simple échange professionnel. Cette observation, minime en apparence, modifia la manière dont Richard mena la suite des discussions. La négociation devint plus fluide. Son plus grand succès survint lorsqu'elle remarqua un détail que personne n'avait vu. Au cours d'une conversation informelle, lors d'un appel, un dirigeant ukrainien fit une remarque qui semblait sans importance aux adultes présents. Mais Émilie comprit que ce commentaire n'était pas anodin. C'était en réalité une invitation polie adressée à Richard pour qu'il vienne rencontrer Kiev lors d'une fête culturelle nationale, un événement important dans les traditions d'affaires locales. Elle expliqua qu'accepter cette invitation serait perçu comme un signe de respect et renforcerait la confiance. Richard acquiesça, fit le voyage, et juste après la célébration, les dirigeants signèrent pour l'accord. La nouvelle de cette visite réussie se répandit vite dans tout le groupe Langston International. Les employés étaient stupéfaits. Certains cadres qui travaillaient depuis des années sur des négociations internationales n'avaient jamais remarqué les nuances qu'Émilie percevait naturellement. Lors d'une réunion d'équipe, Richard la félicita publiquement. Sans son observation, dit-il, l'accord aurait pu être retardé, voire perdu. Il se moquait qu'elle soit une enfant. Ce qui comptait, c'était que son intuition fonctionnait. Il rappela aussi à tous que la culture comptait autant que les chiffres. Le petit bureau d'Émilie devint bientôt un lieu de discussion sérieuse. Les équipes venaient la voir avec des questions précises. Que penses-tu du ton de cette personne? Ou ce message te semble-t-il sincère? Ces réponses aidaient à ajuster les stratégies. Même des employés du marketing ou des relations publiques commencèrent à lui demander conseil pour savoir comment leur message pourrait être perçu à l'étranger. Elle répondait franchement souvent, en donnant des exemples tirés de l'école ou de sa propre vie quotidienne. Sa manière simple de comparer les situations aidait les adultes à comprendre plus facilement des contextes complexes. Mais si la plupart soutenaient Émilie, tout le monde n'était pas à l'aise. Déborah Prieur, directrice des ressources humaines, commença à soulever des questions. Femme rigoureuse, attachée aux règles, elle n'aimait pas les surprises. Elle convoqua une réunion officielle avec Richard pour discuter du rôle d'Émilie. Elle déclara qu'il était inhabituel, voire risqué, d'impliquer une enfant dans des négociations internationales confidentielles. Elle évoqua les risques juridiques, la protection des données et la possibilité d'un scandale médiatique si cela venait à se savoir. Déborah ne cherchait pas à attaquer Émilie. Elle estimait simplement qu'une fillette de 7 ans n'avait pas sa place dans un tel environnement. Même si elle reconnaissait son intelligence, il existait, rappela-t-elle, des règles que l'entreprise devait respecter. La réunion fut tendue. Les cadres supérieurs présents gardèrent le silence, ne voulant pas prendre parti. Richard resta calme, d'abord écoutant attentivement. Puis il répondit d'une voix ferme et posée. Elle a obtenu plus de résultats en 3 semaines que certains services en 3 ans. La salle se figea. Déborah resta sans voix un instant surprise et le silence s'installa lourdement. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Dr Élise Carrière, la mère d'Émilie, entra précipitamment essoufflée et visiblement inquiète. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il était rare qu'on interrompe une réunion de direction et encore plus étonnant que ce soit une visiteuse. Richard se leva aussitôt. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Élise répondit qu'elle devait lui parler immédiatement, que cela ne pouvait attendre. Elle jeta un regard nerveux vers les autres autour de la table. Richard, sérieux, lui dit de parler librement. Élise hésita, puis prit une profonde inspiration. Elle expliqua qu'il y avait quelque chose d'important qu'elle avait gardé pour elle. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont tout le monde comprenait les capacités d'Émilie.
Elle ajouta qu'elle ne voulait plus rien cacher. Déborah se redressa attentive. Toute la salle se pencha légèrement suspendue à ces mots. Élise commença à raconter. Depuis la petite enfance d'Émilie, elle avait remarqué des signes qui la distinguèrent des autres enfants. Elle n'était pas seulement curieuse ou vive. Elle apprenait et comprenait d'une manière particulière que les médecins avaient ensuite décrite comme une neurodivergence. Au début, ni elle ni son mari ne comprenaient ce que cela signifiait. Mais avec le temps, ils avaient constaté qu'Émilie pouvait se concentrer sur des détails infâmes, repérer des schémas dans les paroles et les gestes et mémoriser des conversations entières après les avoir entendues une seule fois. Un spécialiste avait décrit son mode de pensée comme une forme d'hyperattention aux signaux sociaux, surtout ceux que la plupart des gens ne remarquent pas. Élise précisa qu'elle ne disait pas cela pour demander un traitement spécial, mais parce qu'il lui semblait juste que chacun connaisse la vérité, maintenant qu'Émilie participait à la vie quotidienne de l'entreprise. La salle resta silencieuse. Richard n'avait pas l'air choqué. Il semblait pensif. Déborah écoutait toujours sans interrompre. Élise conclut doucement « Je veux simplement que vous sachiez ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Ce n'est pas une enfant comme les autres, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qu'on doit utiliser comme un outil. » Richard la remercia pour sa sincérité et déclara que cela ne faisait que renforcer le respect qu'il avait pour Émilie. Il rappela à toute l'équipe que le succès en affaires venait parfois des endroits les plus inattendus et que la vraie valeur ne suit pas toujours les règles établies. Puis il se tourna vers Déborah et ajouta « Les observations d'Émilie ont rapproché notre entreprise de nos partenaires internationaux, fait gagner du temps et créer de la confiance là où il n'y en avait pas. Notre rôle est de bâtir un environnement où des personnes de tout âge, toute origine et toute façon de penser peuvent s'épanouir. » Déborah ne contesta pas. Elle admit avoir encore des inquiétudes concernant les procédures et la protection, mais promit de collaborer avec Richard pour trouver des solutions qui garantiraient la sécurité de l'entreprise comme celle d'Émilie. La réunion s'acheva lentement dans un mélange de tension de respect et de prise de conscience. Tout le monde comprit qu'un tournant venait d'avoir lieu. Émilie n'était plus une jolie histoire inspirante, elle faisait désormais partie intégrante du succès du groupe Langston International. Et la révélation de sa mère rendait son histoire encore plus forte. Dans la même salle de conférence, où quelques instants plus tôt, s'étaient échangés des arguments tendus, Dr Élise Carrière se tenait debout au bout de la table, prête à expliquer quelque chose qui allait bouleverser la perception que chacun avait d'elle et de sa fille. Elle commença en disant que Dr Élise Carrière n'était pas son nom d'origine complet. Son véritable nom était Dr Élise Kowalska, bien que la plupart des gens l'aient toujours appelée Liz. Le silence tomba sur la pièce. L'expression de Richard Langston Duval passa de la curiosité à la stupéfaction. Élise désormais, Liz continua calmement. Elle expliqua qu'il y a plusieurs années, elle avait travaillé comme consultante de haut niveau pour des multinationales spécialisées dans la communication internationale, et particulièrement les relations avec l'Europe de l'Est. Titulaire d'un doctorat en linguistique. Parlant plusieurs langues couramment, elle avait participé à des dizaines de négociations complexes. Mais sa carrière prit une tournure dramatique le jour où elle découvrit une affaire majeure d'espionnage industriel, impliquant le Consortium Atlantique, de Conseil CAC, l'un des plus grands cabinets du secteur. Elle dit avoir réuni des preuves et tout révélé publiquement. Et c'est à ce moment-là que sa vie s'effondra. Sa voix restait calme, mais chacun ressentait le poids de ses mots. Après avoir dénoncé le scandale, Liz expliqua qu'elle fut prise pour cible par des personnes puissantes. Elle reçut des menaces, sa réputation fut détruite dans la presse, et la plupart de ses clients se détournèrent d'elle. Les gens en qui elle avait confiance lui tournèrent par le dos.
Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en parlant, mais les conséquences furent bien plus dures qu'elle ne l'avait imaginé. Craignant pour sa sécurité et celle d'Émilie, elle disparut. Elle changea légalement de nom, s'éloigna des grandes villes et accepta de petits emplois de nettoyage où personne ne poserait trop de questions. C'est ainsi qu'elle devint agent d'entretien au siège du groupe Langston. Elle avait choisi ce travail non pas parce qu'il était simple, mais parce qu'il lui permettait d'être invisible. Elle croyait qu'en évitant le monde des affaires, elle protégeait sa fille du danger. Mais bien sûr, la curiosité naturelle et l'intelligence d'Émilie ne pouvaient être cachées. Même sans formation formelle, la fillette apprenait en écoutant, en observant, en absorbant tout ce dont sa mère parlait à la maison. Liz expliqua que leur vie avait toujours été remplie de discussions sur la culture, les langues et les dynamiques mondiales, simplement d'une manière informelle. Richard resta silencieux, adossé à son fauteuil. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Les remarques d'Émilie, si étranges mais si justes, sa compréhension des tons et des langues, la confiance naturelle dont elle faisait preuve devant des cadres chevronnés. Tout s'éclairait. Elle avait grandi dans un univers de négociations de haut niveau, même en coulisses. Et sa mère n'était pas seulement brillante, elle avait été au cœur de certaines des affaires les plus complexes du monde de l'entreprise. Richard se tourna vers Liz et lui demanda pourquoi elle ne lui avait rien dit plus tôt. Liz répondit qu'après ce qu'elle avait vécu avec le consortium atlantique, elle n'avait plus confiance en personne du milieu des affaires. Elle voulait rester cachée jusqu'à être certaine qu'il était prudent de se révéler. Mais après avoir vu comment Richard traitait Émilie, non comme un outil, mais comme une personne précieuse et digne de respect, elle avait décidé de sortir de l'ombre. Il était temps, dit-elle, d'arrêter de fuir. Elle admit aussi qu'une partie d'elle avait manqué ce monde, résoudre de vrais problèmes, contribuer à quelque chose de concret. Richard se leva et marcha lentement autour de la table. Il regarda les autres cadres, puis Liz. Il dit qu'il comprenait désormais tout et qu'il admirait son courage. Il ajouta que la manière dont elle avait élevé sa fille était remarquable. Puis il fit 2 propositions claires. D'abord, il voulait que Liz rejoigne officiellement le groupe Langston International, non plus comme agente d'entretien, mais comme consultante principale, travaillant directement avec lui. Son passé ne l'effrayait pas. Il pensait au contraire que son expérience la rendait plus qualifiée que bien des professionnels. Ensuite, il souhaitait formaliser le rôle d'Émilie. Il savait qu'elle restait une enfant et ne voulait ni perturber sa scolarité ni restreindre sa liberté. Mais il estimait qu'elle pouvait continuer à aider l'entreprise d'une manière sûre, encadrée et légale. Il proposa d'élaborer un cadre adapté à son âge, reconnaissant ses contributions tout en la protégeant des risques. Liz écouta attentivement et hocha la tête émue par sa sincérité. Le silence revint dans la salle, mais cette fois, la tension avait changé de nature. Déborah Prieur, la directrice des ressources humaines. L'une des plus critiques au départ, regarda autour d'elle avant de déclarer qu'elle aiderait à créer ce cadre juridique. Elle reconnut avoir été trop focalisée sur les règlements et avoir négligé l'impact réel qu'Émilie et Liz avaient sur l'entreprise. Elle promit de superviser personnellement la formalisation du poste de Liz et de veiller à ce que tout ce qui concernait Émilie soit géré de manière responsable. Plusieurs autres cadres prirent la parole pour exprimer leur soutien. Ils affirmèrent que le travail de Liz et d'Émilie avait déjà transformé la société d'une manière impossible à Zarsati à nier. Richard les remercia, puis se tourna vers Liz. « Désormais, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous avez votre place ici. » Liz sourit, sans triomphe ni emphase, mais avec un immense soulagement. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle pouvait cesser de prétendre.
Émilie, qui attendait calmement devant la salle, fut invitée à entrer. Lorsqu'elle franchit la porte, elle vit sa mère se tenir droite et confiante, sans plus rien cacher. Richard Langston Duval s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui expliqua que désormais, tout allait devenir plus officiel. Elle continuerait d'aller à l'école, de jouer avec ses amis. Mais quand elle viendrait au siège, elle ferait partie de l'équipe, à part entière, protégée et respectée. Émilie ne dit pas grand-chose. Elle se contenta de sourire et de hocher la tête. Les titres ou les contrats ne l'intéressaient pas, elle aimait simplement être utile. Derrière elle, Liz se tenait fière, apaisée. La salle autrefois remplie de doutes et de tensions respirait à présent la confiance et un nouvel élan. Avant de clore la réunion, Richard fit une dernière annonce. Un nouveau département allait être créé au sein du groupe Langston International, consacré à l'intelligence culturelle et linguistique, et Liz, comme Émilie, en feraient partie. Selon lui, comprendre les gens, les langues et les cultures deviendrait désormais un atout stratégique. L'équipe applaudit doucement. C'était le commencement de quelque chose de différent, pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour une mère et sa fille qui venaient enfin de trouver un lieu où elles pouvaient être elles-mêmes. Le lundi matin, tout sembla commencer comme d'habitude. Les employés entraient dans les ascenseurs café à la main, prêts pour une nouvelle semaine. Mais dans le bureau privé de Richard, rien n'était normal. Il venait d'ouvrir un courriel qui fit se crisper son regard et sa posture. L'expéditeur, le consortium Atlantique de conseil la même société que Liz Kowalska avait dénoncé des années auparavant. Le message était court, mais son ton agressif et menaçant. Il exigeait que Langston International rompe immédiatement tout lien avec Liz et sa fille, sous prétexte que leur présence violait des lois sur la propriété intellectuelle et que Liz utilisait prétendument des informations confidentielles, issues de son ancien travail de consultante. Richard lut le message 2 fois, pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Ce n'était pas une simple plainte, mais une menace explicite. On y laissait entendre des poursuites judiciaires, ou pire si Émilie n'était pas immédiatement écartée. Il reconnut aussitôt la manœuvre une intimidation, mais au lieu de céder à la panique, il décrocha son téléphone et appela la sécurité. Il ordonna que Liz et Émilie soient déplacées vers une zone sécurisée sans délai. Moins de 2 heures plus tard, la situation s'aggrava. 3 hommes en costume inconnu du personnel se présentèrent à la réception du siège de la Défense. Ils n'avaient là pas de rendez-vous et refusèrent d'attendre. Ils déclarèrent agir au nom du Consortium Atlantique de Conseil. L'un d'eux, grand, à la barbe grise et aux lunettes fines, demanda à parler directement à Richard Langston Duval. Les 2 autres restaient derrière lui, silencieux mais vigilants. Lorsqu'on leur demanda leurs papiers, ils montrèrent des documents juridiques vagues, non signés et non authentifiés. Puis vint le véritable choc, ils affirmèrent être là pour escorter l'enfant afin de l'interroger. La réceptionniste déstabilisée appela immédiatement les étages supérieurs. En quelques minutes, Richard fut informé. Il ne perdit pas une seconde. Il ordonna à son assistante d'activer un protocole d'urgence jamais encore utilisé. Liz et Émilie furent discrètement conduites par un couloir arrière vers un étage hautement sécurisé, normalement réservé aux négociations sensibles avec les clients. Cet étage n'avait aucun accès public et était surveillé 24 heures sur 24. Liz ne posa pas de questions. Elle avait déjà connu ce genre de situation. Émilie, silencieuse mais alerte, serrait fort la main de sa mère. En bas dans le hall principal, Richard fit son entrée. Son visage était calme, mais sa voix ferme. Il s'approcha des 3 hommes. « Qui êtes-vous et qui vous a autorisé à venir ?» demanda-t-il. Ils répétèrent leur exigence de prendre Émilie en charge, prétendant en avoir le droit. Richard les coupa net.
Il leur remit un dossier épais préparé depuis longtemps par son équipe juridique, au cas où ce jour arriverait. À l'intérieur des preuves accablantes de l'implication du consortium atlantique dans l'espionnage industriel, contrats falsifiés, enregistrements audio, relevés financiers frauduleux. Une partie provenait du dossier initial de Liz, mais Richard et ses avocats avaient depuis découvert encore plus. D'un ton glacial, il déclara « Si vous ne quittez pas immédiatement ces lieux, j'appelle les autorités et je rends ces documents publics. » Les trois hommes échangèrent un regard. Pris de court, ils restèrent un moment figés, puis reculèrent et quittèrent le bâtiment sans un mot de plus. Richard les suivit du regard, jusqu'à ce qu'ils sortent du périmètre, la sécurité confirmant leur départ. La menace immédiate semblait écartée du moins pour l'instant. Le bâtiment retrouva une apparente normalité, mais la tension persistait. À l'étage sécurisé, Liz était assise avec Emily dans une salle de réunion silencieuse. Elle n'était pas paniquée, seulement vigilante. Elle expliqua à sa fille avec des mots simples que certaines personnes de son passé tentèrent d'arrêter leur travail. Emily ne pleura pas, ne montra aucune peur. Elle écouta, hocha la tête, puis demanda « Est-ce qu'ils ont peur de nous ?» Liz eut un léger sourire. « Non, ma chérie. Ils ont peur de ce que nous savons. » Pendant ce temps, Richard réunit ses collaborateurs clés pour les informer de la situation. Le courriel La Visite la menace. Il fut catégorique, rien ne changerait. Liz resterait en poste et le rôle d'Emily serait désormais protégé par un cadre juridique officiel, lui donnant le statut de conseillère en formation avec toutes les garanties légales nécessaires. Les avocats étaient déjà mobilisés pour contrer les accusations mensongères du consortium atlantique. Richard avertit aussi qu'il pourrait y avoir d'autres tentatives d'ingérence. Il ordonna un renforcement de la sécurité physique sur les étages supérieurs et demanda que l'emplacement de Liz et d'Emily reste connu uniquement du personnel essentiel. Mais tout le monde ne quitta pas la salle de réunion en silence. Patricia Meunier, directrice principale de la stratégie internationale, se tenait juste à l'extérieur de la cloison vitrée. Elle n'avait pas été conviée à la réunion, mais était restée sur place, après une autre discussion. D'abord, elle n'eut aucune réaction. Les bras croisés, elle écoutait les paroles de Richard sans bouger. Lorsque les autres sortirent, elle demeura là silencieuse. Puis elle regarda le couloir, vérifia son téléphone et regagna lentement son bureau. La porte se referma derrière elle. À l'intérieur, Patricia s'assit à son poste et resta un long moment immobile, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. Ses mains hésitèrent au-dessus du clavier, puis elle décrocha le combiné de son téléphone fixe. Elle ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit un ancien carnet d'adresses jauni qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Les numéros n'étaient pas numériques, écrits à la main à l'encre fine. Patricia feuilleta les pages, s'arrêta sur un nom et composa. Lorsque la voix répondit, elle parla d'un ton bas, maîtrisé. « Nous avons un problème. Elles sont toujours vivantes et elles sont de retour. » Elle ne donna pas plus de détails, juste assez pour signaler que la situation avait changé. Puis elle raccrocha, resta quelques secondes, immobile, arracha la page du carnet, la déchira en morceaux et la jeta dans une corbeille verrouillée. Personne ne la vit passer cet appel. Personne au siège n'avait la moindre raison de se méfier d'elle. En apparence, Patricia avait toujours été une cadre loyale, discrète et efficace. Mais manifestement, elle avait un passé lié à l'autre camp. Et en composant ce numéro, elle venait de rouvrir une porte qu'elle s'était jurée de ne jamais toucher à nouveau. Pendant ce temps, à l'étage sécurisé, Emily aidait sa mère à classer des données culturelles pour une future négociation avec une société polonaise. Pour elle, ce n'était qu'une journée de plus à utiliser ce qu'elle savait pour résoudre des problèmes. Mais sous la surface de nouvelles forces s'éveillaient déjà.
Richard pensait que la menace était contenue. Liz, elle savait mieux que quiconque, ce n'était que le début. Désormais quelque part, au-delà des murs du bâtiment des inconnus, venèrent d'être avertis que les carrières mère et fille n'étaient pas seulement en vie, mais qu'elles avaient désormais de puissants alliés. Un peu plus tard, alors qu'elle aidait à ranger la salle d'archives du 51e étage, Émilie feuilletait tranquillement de vieux classeurs portant l'inscription « Projets historiques, Langston ». On lui avait accordé l'accès sous supervision pour aider à trier des documents culturels et de la correspondance interne liée aux opérations internationales. Ce n'était pas sa tâche habituelle, mais sa curiosité l'y poussait. Au fond d'une boîte, elle remarqua une enveloppe jaunie, marquée « Confidentielle direction ». À l'intérieur, elle trouva une photo ancienne, légèrement cornée, imprimée sur du papier brillant. On y voyait un jeune Richard Langston Duval, debout, entre un homme qui lui ressemblait beaucoup, et une femme au regard profond, aux traits doux, aux cheveux châtains. Cette femme semblait étrangement familière à Émilie, sans qu'elle sache pourquoi. Au dos de la photo, une écriture soignée indiquait « Richard Langston, André Langston et Dr. Elena Kowalska-Moscou, 1996 ». Émilie ne comprenait pas toute la signification, mais quelque chose dans l'image l'attira irrésistiblement. Elle prit la photo et monta jusqu'au bureau de Richard. En entrant, elle la lui tendit sans un mot. « J'ai trouvé ça en bas dans les archives », dit-elle. Richard jeta d'abord un coup d'œil distrait, puis se figea. Il prit la photo entre ses mains et resta silencieux de longues secondes. Son visage changea l'assurance habituelle, s'effaça remplacé par une émotion lourde. Il caressa doucement le cliché du bout des doigts, s'attardant sur le visage de l'homme à ses côtés. « C'est mon frère André », murmura-t-il. Émilie s'assit en face de lui. « Il vous ressemble beaucoup », répondit-elle. Richard hocha lentement la tête. « Nous étions très proches. Il est mort dans un accident. Mais ce n'était pas un accident ordinaire. Rien n'a jamais eu de sens. Et après sa mort, sa femme Elena a disparu. Plus personne n'a jamais eu de ses nouvelles. » Il s'interrompit, les yeux fixés sur la photo. « Cette image a été prise à Moscou. Nous rencontrions des professeurs d'université et de jeunes partenaires d'affaires. Elena était linguiste à l'époque brillante. » Sa voix s'adoucit, chargée d'un souvenir douloureux. Quelques minutes plus tard, Liz entra dans le bureau, un dossier à la main, ignorant tout de la conversation. Dès que son regard tomba sur la photo, elle se figea. Son corps se raidit. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Richard leva les yeux, remarquant son trouble, et tourna la photo vers elle. Liz laissa tomber le dossier qu'elle tenait. Sa respiration devint saccadée. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Émilie, confuse, se leva lentement. « Dans les archives », répondit-elle. « Je pensais que c'était juste une vieille photo d'entreprise. » Liz ne répondit pas. Elle s'approcha, prit la photo des mains de Richard, ses doigts tremblants. Elle contempla le visage de la femme sur l'image le sien des années plus tôt, puis celui de l'homme à ses côtés. « André ?» murmura-t-elle. Et soudain, tout jaillit. La vérité qu'Elena avait enfouie pendant tant d'années venait de ressurgir entière, irrévocable. C'était la partie de son passé qu'elle avait soigneusement cachée, même à Émilie. « C'est moi », murmura-t-elle les larmes aux yeux. « Je suis Elena Carter. » Les mains de Richard Langston Duval retombèrent lentement le long de son corps. « Comment ça, toi ?» demanda-t-il abasourdi. Elena s'assit lourdement dans le fauteuil à côté de lui. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair. Elle expliqua tout. Après la mort d'André, elle avait eu peur pour sa vie et celle de sa fille. Il y avait eu des visites étranges, des filatures inexpliquées, une lettre de menace.
Elle était persuadée que l'accident d'André avait été orchestré par des gens puissants, et qu'elle serait la suivante. Alors, elle avait fui, changé de nom, coupé tous les ponts, disparu du monde. Émilie n'avait jamais su la vérité. Pour elle, sa mère n'avait jamais été qu'une femme ordinaire, une employée d'entretien essayant de subvenir à leurs besoins. Richard l'écoutait sans mot dire, le visage impassible, mais les yeux pleins d'émotion. « Tu es Elena », répéta-t-il doucement. Elena acquiesça, et Émilie est la fille d'André. Le silence tomba. Émilie regardait tour à tour sa mère, et Richard, comprenant enfin que la femme sur la photo n'était pas seulement quelqu'un qui lui ressemblait, c'était elle-même sa mère. Et l'homme à ses côtés n'était pas un inconnu, c'était son père. La vérité s'installa lentement bouleversante. Richard se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers elle. « Alors, Émilie, et ma nièce ?» Personne ne parla pendant un long moment. Ces mots semblaient irréels, mais ils tissaient aussi un lien nouveau, fragile et puissant à la fois. Émilie finit par murmurer « Vous êtes mon oncle ». Richard hocha la tête et s'agenouilla devant elle. « Oui, et je n'en savais rien. » Il leva les yeux vers Elena. « Tu aurais dû me le dire. » Elena baissa la tête honteuse, mais ferme. « J'en ai eu envie tant de fois, mais j'avais peur. Je ne savais plus en qui avoir confiance. Et quand j'ai commencé à travailler ici, quand Émilie s'est fait une place, je me suis dit que peut-être, pour une fois, on pouvait simplement être en sécurité. » Richard soupira profondément. « Vous avez toutes les deux traversé tant de choses, mais vous n'êtes plus seuls. Vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, vous ne le serez plus jamais. » Il regarda Émilie. « Tu fais partie de la famille. Et dans notre famille, on se protège quoi qu'il arrive. » Le poids des années commença enfin à s'alléger. Richard se leva, marcha jusqu'à la grande baie vitrée, resta un moment pensif, puis déclara d'une voix résolue « Nous allons vous protéger toutes les deux, quoi qu'il arrive. Plus de secrets, plus de fuites. Cette entreprise est votre maison maintenant. Et Émilie, tu as ta place ici, pas seulement parce que tu es brillante, mais parce que tu es de notre sang. » Émilie sourit faiblement, la photo serrée dans ses mains. « J'ai toujours eu l'impression d'appartenir à cet endroit. Je ne savais juste pas pourquoi. » Elena l'enlaça doucement. « Maintenant on le sait, » murmura-t-elle. Richard s'approcha et posa une main sur chacune de leurs épaules. Ce n'était pas une scène grandiloquente. C'était simple vrai. Une pièce manquante de leur vie venait d'être retrouvée. Et malgré les années, la peur et la douleur, le destin les avait réunis. La photo, autrefois simple, relique oubliée, était devenue la preuve d'une chose bien plus grande, une famille déchirée, enfin réunie. Le jeudi soir, alors que la plupart des employés avaient quitté les lieux, Elena s'assit en face de Richard, dans son bureau pour une conversation privée. Son regard était grave. « Il est temps que tu saches tout, » dit-elle. Elle raconta ce qui s'était réellement passé. Selon les rapports officiels, la mort d'André était un accident de voiture. Mais c'était un mensonge. André avait été approché par des représentants d'un consortium franco-américain de sous-traitance militaire impliqué dans des contrats illégaux en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Il voulait qu'il signe de faux partenariats et ferme les yeux sur des circuits financiers douteux. Il avait refusé. Il l'avait menacé. Il avait encore dit non. Quelques jours plus tard, sa voiture avait explosé sur une route isolée près de Prague. Elena avait survécu de justesse à une tentative similaire avant de fuir avec Émilie, abandonnant son identité de Dr. Elena Carter. Elle savait que se cacher était la seule chance de survie. Mais aujourd'hui, avec la notoriété nouvelle d'Émilie,
devenue une figure publique au sein de l'entreprise, citée dans des dossiers de négociation internationale, Elena craignait que les mêmes gens qui avaient éliminé André ne reviennent, cette fois, pour sa fille. Elle expliqua que ces individus ne formaient pas un simple réseau corrompu, mais un système tentaculaire mêlant intérêts privés, acteurs gouvernementaux et entreprises de défense. Des gens riches influents, capables d'effacer toute trace de leurs crimes. Richard écouta conscient que la menace dépassait tout ce qu'il avait imaginé. « Comment saurait-il où se trouve Émilie » demanda-t-il. Elena hésita. Elle n'en avait aucune certitude. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Patricia Meunier, la directrice de la stratégie internationale, avait déjà divulgué l'emplacement d'Émilie. Elle ne connaissait pas le lien familial. Elle avait simplement passé un coup de téléphone discret à un ancien contact croyant prévenir un allié sans conséquence. En réalité, elle venait de livrer à des hommes dangereux toutes les informations dont ils avaient besoin. Le vendredi matin, avant que les employés n'arrivent, 6 hommes armés déguisés en agents d'entretien pénétrèrent dans le bâtiment par une entrée de service latéral à l'aide d'un badge dupliqué. La sécurité, encore réduite à cette heure, ne remarqua rien. Et au sommet de la tour, tandis que la ville s'éveillait, la chasse venait de recommencer. En apparence, les hommes semblaient avoir l'avantage de la surprise. Mais Richard Langston Duval s'était déjà préparé au pire. La veille, après sa conversation avec Elena, il avait contacté son chef de la sécurité et donné des instructions précises. Ensuite, il avait joint un contact discret au Bureau fédéral d'enquête, un agent déjà impliqué dans une enquête classifiée visant le même consortium de défense internationale. Au petit matin du vendredi, tout le siège de Langston International à la Défense fonctionnait sous un protocole de confinement silencieux. Les caméras avaient été réorientées, les systèmes d'urgence testés et des équipes d'intervention discrètement positionnées à des points clés du bâtiment. À 9h07, les 6 hommes pénétrèrent dans l'immeuble par une entrée de service, persuadés d'avoir une voie dégagée. Mais dès qu'ils franchirent le deuxième couloir du sous-sol technique, des capteurs de mouvement déclenchèrent des alertes silencieuses. En quelques secondes, Richard activa le confinement total. Les ascenseurs furent bloqués, les portes verrouillées par des barrières renforcées et les employés non essentiels évacués ou mis à l'abri. Les intrus étaient désormais pris au piège sans s'en rendre compte. À l'étage sécurisé, Elena et Émilie furent conduites dans une salle blindée, accompagnées d'agents fédéraux en civil. Le DGSI, déjà déployé sur 2 étages, observait tout en silence. À 9h14, les assaillants atteignirent le couloir exécutif, mais trouvèrent toutes les issues scellées. En tentant de forcer les portes, ils activèrent les contre-mesures automatiques. Un système de sécurité les enferma entre 2 cloisons. Ils comprirent alors qu'ils venaient de tomber dans un piège parfaitement préparé. Les agents fédéraux se mirent en mouvement, selon un plan minutieux, isolant chaque attaquant un par un. Les brouilleurs de communication bloquèrent toute transmission extérieure. Pendant 47 minutes, une opération tendue et silencieuse se déroula à l'intérieur du siège. La majorité des employés ignorants du danger avaient été confinés dans des zones sécurisées sous prétexte d'un exercice d'incendie. Depuis la salle de commande, Richard supervisait tout. À quelques étages au-dessus, Elena gardait Émilie près d'elle, la rassurant doucement. « C'est la dernière fois qu'on devra courir. » À 9h54, les 6 hommes furent capturés sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. 4 d'entre eux portaient des armes. 2 avaient sur eux de fausses cartes d'identité liées à un groupe de sous-traitants déjà suspectés. À 10h01, le bâtiment fut officiellement déclaré sécurisé. Le danger immédiat était écarté, mais l'enquête ne faisait que commencer. Plus tard dans la journée, après les débriefings de Richard et Elena,
Le DGSI confirma que les hommes appartenaient au même réseau que celui impliqué dans la mort d'André Langston. Leurs ordres étaient explicites: éliminer la fillette et effacer la menace sans bruit. Grâce à la prudence d'Elena et à la préparation de Richard, ce plan avait échoué. Le bureau offrit aussitôt une protection fédérale à Elena et à Emily, mais Richard refusa. « Elles ne se cacheront plus », déclara-t-il fermement. À la place, Langston International assura qu'elle fournirait une sécurité de haut niveau et collaborerait directement avec les agences fédérales. Richard donna accès complet aux étages sécurisés pour faciliter les investigations. L'agence accepta, estimant que la meilleure protection pour la famille était désormais la visibilité et l'appui officiel de l'État. Ce soir-là, l'entreprise publia un communiqué sobre, évoquant une tentative d'accès non autorisée et félicitant ses équipes pour leur efficacité. Mais à l'intérieur du bâtiment, ceux qui savaient comprenaient que ce n'était pas une simple intrusion, mais le dernier acte d'un jeu dangereux entamé des années plus tôt, lorsque André Langston avait refusé de participer à des activités illégales. Et maintenant, pour la première fois, les responsables commençaient à être exposés. Le soleil se couchait sur Paris, lorsque Elena et Emily s'assirent dans le bureau de Richard. La fillette tenait une tablette et faisait défiler un article relatant les arrestations, les noms y étaient masqués. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-elle doucement. Elena la regarda attentivement. « Presque. Mais cette fois, nous ne sommes plus seuls. C'est la différence. » Richard les rejoignit, posant un téléphone sécurisé sur la table. Le DGSI surveille tout désormais. Ces gens n'auront plus jamais une seconde chance. Il croisa le regard d'Elena. « Tu as bien fait de parler. À partir de maintenant, tu ne survis plus, tu reprends le contrôle. » Emily esquissa un sourire fatigué, mais soulagé. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus cachée, déplacée ou confinée dans l'ombre. Elle était en sécurité, non pas grâce aux murs ou aux agents, mais parce que cette fois, les gens s'étaient levés pour la défendre. Elena la serra contre elle. Les risques n'avaient pas disparu, mais quelque chose d'essentiel avait changé. Elle ne fuyait plus, elle résistait avec de vrais alliés. Et pour la première fois depuis des années, elles ressentirent une émotion simple et rare. La sécurité. 2 jours plus tard, le DGSI publia un communiqué officiel confirmant qu'Elena Carter et sa fille Emily bénéficiaient désormais d'une protection intégrale sous la loi fédérale. Elles étaient intégrées à un programme de sécurité avancé destiné aux lanceurs d'alerte et aux civils menacés par des réseaux criminels organisés. L'enquête sur le consortium des entrepreneurs américains s'étendit rapidement. Plusieurs arrestations eurent lieu à Lyon, Berlin et Prague. Elena et Emily n'étaient plus seules. Pour la première fois depuis des années, elles avaient derrière elles une vraie protection. Au sein de Langston International, Richard ne perdit pas de temps. Il réunit les juristes et les représentants gouvernementaux pour finaliser les documents nécessaires. Le poste d'Emily, jusque-là symbolique, fut officiellement reconnu dans un cadre légal approuvé par les autorités fédérales et les normes de l'entreprise Jeune Consultante Culturelle agréée. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité d'enfant s'était transformé en histoire de courage, de vérité et de renaissance, scellant à jamais le destin d'une famille réunie et d'une entreprise devenue un modèle d'intégrité et de transparence. Elle continuerait à apporter son aide dans l'analyse culturelle et les stratégies internationales, mais désormais sous des conditions claires, sécurisées et adaptées à son âge. Il n'y aurait ni zone d'ombre ni exception. Tout serait transparent, conforme aux règles, et Richard Langston Duval s'en porta garant. Elena observait tout cela de près, restant toujours auprès d'Emily, consciente que leur vie n'était plus cachée dans l'ombre, mais devenait partie intégrante
d'un projet réel, ouvert et porteur de sens. En parallèle, les enquêtes internes menées chez Langston International révélèrent bien plus qu'une simple tentative d'infiltration. Les registres de sécurité, les relevés d'appels et plusieurs témoignages anonymes confirmèrent que Patricia Meunier, directrice de la stratégie internationale, avait délibérément divulgué des informations sensibles à un tiers. Elle avait tenté d'effacer ses traces, mais les preuves numériques la reliaient directement au groupe responsable de l'attaque contre le siège. Elle avait aussi supprimé des fichiers, redirigé des courriels et bloqué des alertes internes. Convoquée dans la salle du conseil pour être interrogée, elle nia d'abord tout en bloc. Mais face aux preuves projetées sur l'écran, elle se tut. Richard appela immédiatement le FBI et Patricia fut arrêtée sur le champ pour trahison d'entreprise, manipulation de données et collaboration avec un réseau criminel. Son arrestation secoua profondément le personnel. Beaucoup la voyaient comme une cadre discrète et efficace. Personne ne soupçonnait ses liens avec un réseau aussi dangereux. Le lendemain, Richard organisa une allocution générale devant tous les employés. Il expliqua ce qui s'était passé et déclara que Langston International serait désormais synonyme de transparence d'éthique et de sécurité. Peu importe la puissance des ennemis, il n'y aurait plus jamais de secrets dissimulés derrière des titres prestigieux ou des portes capitonnées. Une fois la menace écartée et la stabilité retrouvée, Richard concentra ses efforts sur la reconstruction morale et structurelle de l'entreprise. Il travailla avec des experts en conformité, des juristes et des consultants en droits humains pour refondre entièrement les systèmes internes. De nouveaux protocoles de sécurité furent instaurés et un comité d'éthique indépendant fut créé chargé d'effectuer des audits réguliers avec une transparence totale. Mais les changements ne se limitèrent pas à la sécurité. Richard lança une initiative culturelle à l'échelle mondiale, imposant des ateliers obligatoires sur la communication interculturelle, la diversité et l'inclusion. Elena se vit confier un rôle officiel de directrice de la stratégie internationale. Son expérience passée et sa compréhension profonde des dynamiques mondiales devinrent essentielles à l'avenir de l'entreprise. Elle dirigea de nouveaux programmes axés sur les partenariats en Europe de l'Est, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, privilégiant la durabilité et le respect plutôt que le simple profit. Les employés perçurent rapidement la transformation. Langston International n'était plus une multinationale froide et distante, mais une entreprise humaine, consciente et responsable. Les investisseurs saluèrent cette nouvelle direction et la presse internationale la présenta comme un modèle de leadership moderne. Pour Richard, pourtant, tout cela allait bien au-delà du succès économique. Il s'agissait de réparer ce qui avait été brisé, à la fois au sein de l'entreprise et dans sa propre famille. La vie d'Émilie changea elle aussi discrètement mais profondément. Elle continua d'aller à l'école, de jouer avec ses amis, et de mener en apparence la vie normale d'une fillette de 7 ans. Mais au sein de Langston International, elle demeurait un membre respecté de l'équipe. On lui aménagea un petit bureau simple et sûr, rempli d'outils éducatifs et de matériel linguistique. Elle participait à certaines réunions choisies avec soin et partageait toujours ses observations sur la langue. La culture et les nuances de ton que beaucoup d'adultes ne remarquaient pas. Elena veillait à ce que le temps d'Émilie dans l'entreprise reste équilibré entre apprentissage et jeu. Et Richard, désormais tuteur légal de la fillette aux côtés d'Elena, les soutenait toutes deux pleinement. Il ne les appelait plus collaboratrices ou protégées, mais famille au sens le plus sincère du mot. Les trois passaient souvent leurs week-ends ensemble, partageant des repas, des promenades et des souvenirs d'André. Peu à peu, ils reconstruisirent ce qu'ils avaient perdu le sentiment d'appartenance.
Les employés commencèrent à voir en eux non plus seulement des dirigeants, mais le cœur vivant de l'entreprise. Et Émilie, sans même s'en rendre compte, devint le symbole d'un renouveau, celui de l'espoir du changement et des secondes chances. Au fil des semaines, Langston International gagna en force et en réputation. Les clients remarquèrent le changement de ton dans les réunions. Les partenaires étrangers félicitèrent la maturité culturelle et l'intégrité nouvelle de la société. Le moral du personnel monta en flèche, le roulement diminua et de nouveaux talents affluèrent non pas uniquement pour les salaires, mais parce qu'ils croyaient en la mission. Elena dirigeait désormais les réunions de stratégie mondiale avec assurance, s'exprimant en plusieurs langues et gagnant le respect des leaders économiques à travers le monde. Richard lui continuait d'orienter la vision générale de l'entreprise, mais il laissait désormais d'autres prendre la parole lors des présentations clés, chose qu'il n'aurait jamais faite autrefois. Il avait changé lui aussi, non seulement en tant que chef d'entreprise, mais en tant qu'homme. Il avait compris que diriger, ce n'était pas contrôler, mais faire confiance, écouter et avoir le courage de déléguer. Et tout cela avait commencé le jour où une petite fille de 7 ans était entrée dans une salle de conseil et avait répondu en russe à une question que personne n'avait osé affronter. Ce moment avait tout changé. Des mois plus tard, son écho résonnait encore dans chaque couloir de l'entreprise. Au final, cette histoire n'était pas seulement celle d'un danger ou d'une corruption vaincue. C'était une histoire d'êtres humains, de vérité et de renaissance. Elena, jadis cachée, était devenue une dirigeante respectée. Émilie, autrefois simple observatrice, était devenue une voix inspirante. Et Richard, le PDG, puissant et solitaire, était devenu un oncle protecteur et un véritable allié. Ensemble, ils avaient là bâti quelque chose de plus fort que des contrats ou des bureaux, un lien, une promesse et une vérité partagée, celle qu'aucune puissance ne peut étouffer. La lumière de ceux qui choisissent la justice, la loyauté et la famille. Ils avaient reconstruit une famille, non pas seulement par le sang, mais par la loyauté, le courage et la douleur partagée. Lorsque des journalistes demandèrent de plus tard à Richard Langston Duval ce qui avait transformé à ce point la trajectoire de son entreprise, il ne fit pas de discours. Il montra simplement une photo, posée sur son bureau, lui, Elena et Émilie, debout côte à côte, et dit en souriant « Elle », en désignant la fillette au centre. Émilie n'avait jamais cherché ni attention ni reconnaissance. Mais parce qu'elle avait parlé, écouté relier les gens entre eux et dit la vérité telle qu'elle la voyait, tout avait changé. Langston International prospérait. La famille, elle, se reconstruisait. Et ce qui avait été brisé avait été patiemment réparé, non par la force, mais par l'amour et la détermination. Au début du trimestre suivant, le nom d'Emily Carter dépassait les murs de Langston International. De grandes publications économiques en Europe, en Asie et en Amérique du Nord lui consacrèrent des articles. Les présentateurs la surnommaient « la fillette qui a réinventé la manière dont les entreprises comprennent la culture ». Son bureau sécurisé au dernier étage n'était plus un simple espace d'observation, mais un centre d'analyse linguistique et interculturelle, où les équipes de stratégie venaient réviser leurs messages avant les grandes négociations internationales. Son emploi du temps rigoureusement organisé alternait école-repos et séances de conseil, le tout validé par ses tuteurs légaux et les responsables de conformité. Elle n'assistait pas à toutes les réunions, mais quand elle parlait, tout le monde écoutait. Ses remarques brèves, mais percutantes, évitaient souvent des malentendus coûteux. Richard aimait dire « Elle ne parle pas souvent, mais quand elle le fait, elle nous fait gagner des mois de travail. » Sa présence n'était plus une curiosité, elle était devenue indispensable au fonctionnement quotidien de l'entreprise. Mais au-delà du business, Émilie faisait réfléchir les gens différemment.
Les mois suivants, elle joua un rôle discret, mais déterminant dans la résolution de plusieurs négociations bloquées depuis des années. L'une des plus complexes concernait un groupe d'entreprises d'Asie centrale, hésitant à conclure un accord de partage technologique avec des sociétés occidentales à cause de décennies de méfiance culturelle. Lors d'une réunion à huis clos, Émilie fit simplement remarquer que la formulation du contrat semblait trop autoritaire et manquait de respect pour les traditions des partenaires. Elle ne parlait pas en juriste. Elle disait les choses simplement. On dirait que vous leur dites quoi faire au lieu de leur demander. Cette seule phrase fit repenser tout le ton de la communication. 2 semaines plus tard, l'accord était signé. Une autre fois, lors d'une visioconférence avec des partenaires logistiques sud-américains, elle nota que le langage corporel du traducteur ne correspondait pas au ton du client. L'équipe vérifia et découvrit qu'un interprète non qualifié avait été engagé. Cette observation minuscule, en apparence, évita une erreur diplomatique majeure. Le rôle d'Émilie n'était pas de tout résoudre, mais de voir ce que les autres ne voyaient pas. Pendant qu'Émilie gagnait en confiance, Elena s'épanouissait dans son poste de directrice de la culture mondiale. Elle forma une petite équipe d'experts en linguistique, en anthropologie et en négociation internationale. Ensemble, ils passaient en revue contrats, campagnes de communication et politiques internes pour détecter les angles morts culturels. Sous sa direction, Langston International lança un programme de formation baptisé Perspective First, où les cadres apprenaient à maîtriser l'intelligence émotionnelle, le respect interculturel et la communication contextualisée avant d'entrer sur de nouveaux marchés. Elena animait des séminaires, participait à des panels internationaux et conseillait directement Richard sur chaque expansion majeure. Sa capacité à allier rigueur académique et expérience vécue offrait à l'entreprise une vision nouvelle humaine et stratégique à la fois. Les employés se sentaient fiers de cette nouvelle identité. Richard observait souvent Elena et Émilie travailler côte à côte et disait en privé que André aurait été fier. Il parlait rarement de son frère en public, mais ceux qui le connaissaient savaient que ce mystère familial, autrefois source de douleur, était devenu une force intérieure. Pour Elena, revenir à ses racines professionnelles, cette fois selon ses propres conditions, représentait une victoire douce, discrète et profonde. Quant à Richard, autrefois connu pour sa fougue et sa dureté en affaires, il était désormais perçu comme un leader transformé. Il prononçait des discours sur l'empathie et la vision à long terme. Il intervenait dans des conférences mondiales pour affirmer que la culture et l'intelligence émotionnelle n'étaient pas des sujets secondaires, mais des piliers de la performance économique. Dans une interview devenue célèbre, il déclara « Le contrat le plus rentable de ma carrière n'a jamais été signé dans une salle de conseil. Il a commencé le jour où une fillette a dit quelque chose que personne d'autre n'avait eu le courage ni la clarté de dire. À l'intérieur même de Langston International, son style de direction avait changé. Richard posait plus de questions, écoutait davantage et encourageait ses cadres à chercher des points de vue différents. De nouvelles politiques furent instaurées. Chaque partenariat majeur nécessitait désormais un briefing culturel. Les promotions internes incluaient une évaluation des compétences humaines et le recrutement valorisait autant la sensibilité interculturelle que les diplômes. Les analystes du secteur ne mirent pas longtemps à remarquer la différence. Langston International passa du statut d'entreprise puissante, mais conventionnelle, à celui de pionnière mondiale du leadership éthique et culturel. Le changement se voyait partout, dans la façon dont les équipes se parlaient, dans la manière dont les désaccords étaient gérés, et jusque dans l'atmosphère même des réunions. Là où régnait autrefois la peur ou la compétition, on trouvait désormais respect, clarté et confiance. Et tout cela, tout était né du courage d'une enfant
qui un jour avait simplement osé répondre à une question. À l'extérieur de l'entreprise, le changement fit des émules. De grandes sociétés, autrefois obsédées par les marges de profit, commencèrent à imiter les réformes de Langston International. Plusieurs créèrent des postes de consultants culturels, semblables à celui d'Emily. Elena reçut des dizaines de messages de dirigeants, désireux de comprendre comment bâtir des programmes similaires. Elle répondait quand elle le pouvait, rappelant toujours la même chose. Le succès ne vient pas d'un titre, il vient de l'écoute. Émilie, quant à elle, restait humble et ancrée dans la réalité. Son emploi du temps comprenait toujours le soutien scolaire, le jeu et les dîners en famille. Elle n'avait pas de réseaux sociaux, ne donnait pas d'interviews et ne se considérait pas comme une célébrité. Quand on lui demandait ce qu'elle faisait dans l'entreprise, elle répondait simplement « J'aide les gens à se comprendre ». Son influence grandissait, mais elle restait concentrée sur ce qui comptait vraiment, aider sa mère à apprendre et ne parler que lorsqu'elle avait quelque chose d'important à dire. Bien qu'elle soit encore jeune, tout le monde, chez Langston International, la traitait avec respect, non parce qu'elle était un prodige, mais parce qu'elle avait prouvé sa valeur, par ses actes encore et encore, en améliorant discrètement tout ce qui l'entourait. Des années plus tard, peut-être les gens retiendraient Langston International pour ses contrats mondiaux, ses innovations ou ses succès économiques. Mais ceux qui avaient été là au début de la transformation se souviendraient d'autre chose qu'elle avait commencé grâce à une petite fille en robe simple, debout dans une salle pleine d'adultes, répondant en russe à une question que personne ne comprenait. Un moment qui aurait pu passer inaperçu, une enfant parlant là où on ne l'attendait pas, mais qui, au lieu de s'effacer, déclencha une chaîne d'événements qui révéla la corruption, reconstruisit une famille, sauva des vies et transforma une entreprise. Richard Langston Duval gardait ce souvenir tout près de lui. Dans son bureau, il avait encadré la photo de ce jour-là, celle où Émilie entrait pour la première fois dans la salle du conseil. Sous l'image, une plaque gravée portait ces mots « C'était très facile ». Pour beaucoup, cette phrase semblait anodine. Mais pour Richard et Lena, et tous ceux qui savaient ce qu'elle avait déclenché, c'était un rappel que la grandeur commence souvent, là où personne ne l'attend, et parfois elle a 7 ans. 6 mois plus tard, la fillette qui avait empêché une catastrophe au siège de Langston International se tenait désormais sur une grande scène à Genève en Suisse, devant l'Assemblée des Nations Unies Junior. La salle était remplie de jeunes délégués, venus de dizaines de pays, de diplomates, d'éducateurs et de dirigeants, venus écouter un message bien différent de ce qu'ils entendaient habituellement. Émilie n'était pas là pour parler d'économie, de politique ou d'innovation. Elle était là pour parler des gens, de la manière dont ils pensent, s'expriment et se méprennent lorsqu'ils oublient d'écouter. Vêtue d'une robe sobre debout derrière un pupitre ajusté à sa taille, elle commença à parler en russe impeccable. Sa voix était calme, claire, posée. Les flashs crépitèrent, les caméras s'allumèrent et le silence se fit dans la salle. Elle n'était pas nerveuse. Elle avait déjà pris la parole dans des salles de conseil et même pendant des crises, mais cette fois, ce n'était pas pour une entreprise, c'était pour le monde. Elle expliqua que son parcours n'avait pas commencé avec un plan, mais avec un hasard. Elle raconta comment autrefois, elle s'asseyait dans des bureaux vides, pendant que sa mère nettoyait, écoutant les conversations en différentes langues. « Personne ne me remarquait alors, dit-elle. Mais j'apprenais quelque chose d'essentiel, la façon dont on dit les choses compte autant que ce qu'on dit. » Elle donna des exemples précis de négociations ratées uniquement parce que les interlocuteurs ne comprenaient pas le ton, les gestes ou les valeurs culturelles de l'autre. Elle parla de l'intelligence émotionnelle du respect et du pouvoir d'écouter sincèrement pour éviter les conflits avant qu'ils n'éclatent. Passant avec aisance du russe à l'anglais, Émilie démontrait plus que par des mots la force du lien humain au-delà des barrières linguistiques. Elle ne traduisait pas,
Elle montrait comment l'empathie pouvait transformer des rivaux en partenaires. Le public l'écoutait dans un silence admiratif. Ce n'étaient pas seulement ses talents linguistiques qui impressionnaient, mais la clarté de son message et la maturité de sa vision du monde. Au milieu de la salle, Richard était assis à côté d'Helena, les yeux rivés sur leur nièce et fille. L'homme d'affaires d'ordinaire, si sûr de lui, avait du mal à retenir ses larmes. Helena posa doucement sa main sur la sienne. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Tous deux pensaient à la distance parcourue de l'enfant, caché dans les couloirs sombres d'un immeuble à la fillette, qui s'adressait maintenant au monde entier sous les projecteurs. Pour Helena, c'était plus qu'une fierté, c'était une libération. Elle se souvenait des années de silence, de peur de fuite et du danger de disparaître. Et maintenant, cette voix qu'on avait voulu effacer résonnait plus fort que jamais. Richard lui comprit que toutes les entreprises du monde qu'il avait bâties ne vaudraient jamais l'impact de ce qu'Émilie accomplissait en quelques mots simples. Dans la salle, des représentants de continents différents hochèrent la tête, prenèrent des notes, réfléchissaient. Tout cela simplement parce qu'une fillette de 7 ans avait rappelé à l'humanité ce qu'elle avait oublié écouter. La compréhension précède les accords. À la fin de son discours, Émilie fit une pause, balayant la salle du regard devant des centaines de personnes attentives. Elle sourit, non pas avec nervosité, mais avec l'assurance de quelqu'un qui croit profondément en ce qu'il dit. Elle conclut avec un dernier message. La paix ne commence pas par des traités. Elle commence par la compréhension. Et la compréhension naît lorsque nous cessons de parler, les uns par-dessus les autres, et que nous commençons à nous écouter. La salle éclata en applaudissements. Certains se levèrent, d'autres essuyèrent leurs yeux. Puis, quand le silence revint, Émilie regarda droit vers son oncle et lança avec un petit sourire malicieux « Tonton Richard, est-ce que j'ai le droit d'avoir mes propres cartes de visite maintenant ?» La salle explosa de rires et d'applaudissements. Même les traducteurs ne purent s'empêcher de sourire en répétant ces mots dans des dizaines d'écouteurs. Richard Langston Duval rit à son tour essuyant ses yeux. « Oui, » murmura-t-il pour lui-même, « tu les as bien mérités. » Helena rit aussi, secouant la tête encore étonnée que sa fille ait réussi à transformer une simple plaisanterie en la phrase la plus mémorable de tout l'événement. Après le discours, Émilie fut invitée à rencontrer d'autres jeunes délégués et plusieurs organisations internationales proposèrent d'entrer en contact avec sa famille pour de futures collaborations. Mais Richard et Helena gardèrent les pieds sur terre. Le temps d'Émilie resterait protégé. L'école le repos et les jeux passaient avant tout. Ils avaient appris l'importance de l'équilibre. La célébrité n'était pas le but, le sens l'était. Pendant ce temps, dans des bureaux du monde entier, des réunions discrètes commencèrent. Certains dirigeants demandaient « Que faisons-nous pour améliorer la compréhension culturelle ?» D'autres « Avons-nous quelqu'un dans notre équipe qui pense comme cette fillette ?» Les cabinets de conseil se mirent à chercher des experts. Les écoles de commerce révisèrent leurs études de cas. Les gouvernements prirent note des applaudissements à Genève. Rien de tout cela ne surprit Richard ni Helena. Ils savaient ce que le monde commençait seulement à comprendre, que le plus grand changement du leadership mondial ne viendrait ni de la technologie ni des infrastructures, mais des personnes surtout, des jeunes capables d'écouter avec attention, de comprendre une salle et de prononcer les bons mots au bon moment de la bonne manière. De retour à leur hôtel ce soir-là, Helena aida Émilie à retirer sa robe de discours et à enfiler son pyjama. « Est-ce que j'ai bien fait ?» demanda la fillette. Helena la prit dans ses bras. « Tu as fait bien plus que bien. Tu as aidé les gens à s'entendre de nouveau. » On frappa à la porte, c'était Richard, un petit coffret à la main. À l'intérieur de toute nouvelle carte de visite,
au design simple. Emily Carter Langston, conseillère culturelle junior. En dessous, une phrase gravée. C'était très facile. Emily éclata de rire en les voyant. Enfin, dit-elle en les brandissant comme un trésor. Richard sourit. Ne les distribue pas trop vite. Certains PDG ne s'en sont pas encore remis. Ils rirent tous ensemble. C'était un moment simple, ordinaire, mais qui signifiait tout. Émilie venait de parler au monde sans grands mots, ni promesses vaines, mais avec vérité. Et en le faisant, elle montra que les voix les plus puissantes ne sont pas toujours les plus fortes. Ce sont celles qui, avant de parler, savent écouter. La fin de l'histoire. Merci d'avoir accompagné cette aventure jusqu'au bout. Partagez vos impressions, quelle partie vous a le plus touché. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochaines histoires. À très bientôt.